Une marée noire de Marilène Fouquet et Marjorie Béal, édition Kilowatt. Quand je serai grand, je serai pêcheur, comme mon père. J'aime l'accompagner sur le chalutier, l'abeille. L'abeille, en vrai, c'est moi. Enfin, moi, c'est Yann. Mais l'abeille, c'est le nom que mes parents m'ont donné quand j'étais bébé. Il y a des vieilles photos où on me voit, avec des yeux noirs et 2 antennes de cheveux blonds. Papa aime dire que son bateau lui porte chance. Ça me rend fière et ça rassure ma mère, qui a peur que les vagues avalent l'abeille avec mon père dessus. Il dit aussi qu'il aime la mer parce qu'elle revient toujours, comme lui. Et puis, la mer nous fait vivre, comme tous les pêcheurs dans le monde. Le matin, de bonne heure, j'adore aller avec mon père vendre sa pêche. Il vient me chercher dans mon lit. Il sent le poisson, les algues et le sel, le breton comme il dit. Il me soulève du lit avec ses gestes tendres de papa et ses mains dures de marin. « Allez, viens l'abeille, c'est l'heure. La pêche a été bonne, moussaillon. » Il m'enroule dans un gros pull, un manteau, un bonnet, attrape une pomme et me la tend comme petit déjeuner. Dans l'effervescence du marché de Porte-Salle, mon père et ses amis vendent leurs poissons, leurs huîtres, leurs coquillages comme des bijoux précieux. Chacun y va de ses commentaires sur la fraîcheur de la marchandise. Moi, je remets de la glace sur les poissons avec la pelle qui me gèle les mains, et les copains de papa me disent que je serai sûrement un sacré dompteur de vagues lorsque je serai grand. Il faut savoir que chez nous, en Bretagne, la mer n'est pas commode. Elle se met en colère, elle se démonte, et dans son combat contre les rochers, elle cherche toujours à gagner. C'est beau à voir de la côte, mais sur un bateau, il faut être sacrément habitué. Aujourd'hui, la mer s'agite comme une lionne en cage. Il fait froid et maman n'a pas voulu que j'aille jouer sur la plage. Je crois que c'est aussi parce qu'il se passe quelque chose d'anormal au port et elle ne veut pas que je voie. Je m'ennuie jusqu'à l'heure du dîner. Viens manger, mon chéri. Papa va rentrer tard ce soir. Elle vient de parler à mon père au téléphone et elle caresse son ventre, avec mon frère ou ma sœur à l'intérieur, d'un air soucieux. Pourquoi il ne rentre pas, papa? Il y a eu un accident. Un pétrolier en panne. Un remorqueur est sur place, mais c'est difficile avec cette houle. J'aime bien regarder ces monstres impressionnants qui ne plaisent pas beaucoup à mon père. Il dit qu'ils sont dangereux, qu'ils passent trop près des côtes, qu'un jour il y aura une autre catastrophe. Mes parents parlent souvent du Torrey Canyon. Ils transportaient du pétrole jusqu'en Angleterre. Comme je n'étais pas encore née, j'ai l'impression d'une menace lointaine, sans forme, sans image, une histoire qu'on raconte pour se faire peur. Je sais que c'est encore à ce navire que maman est en train de penser. J'ai peur du vent qui souffle fort à l'extérieur, de la tempête qui garde mon père près d'elle. Je ne veux pas aller me coucher tout seul. Je me colle contre le ventre de maman et elle me caresse les cheveux en chantant doucement. On essaie tous les deux de se concentrer sur la berceuse, mais c'est difficile avec le bruit des hélicoptères et les lumières qui filtrent entre les volets. Je m'endors, agitée comme la mer. La voix de papa dans la cuisine me fait me lever d'un bond. Il me tourne le dos, mais je devine son visage fatigué dans ses épaules affaissées et sa voix traînante. Lorsque le filin a rompu, on a su que c'était foutu, qu'il n'y aurait rien à faire. Tu aurais vu la tête de ce capitaine. Il est resté jusqu'au bout sur son navire. Quand ils l'ont ramené, il pleurait sans quitter l'épave des yeux, en murmurant en italien. Ce pauvre homme va se sentir coupable jusqu'à la fin de sa vie. Alors que si on nous écoutait depuis le temps... Maman tourne en rond dans la cuisine. Elle s'énerve. Il faut faire quelque chose, ne pas se laisser faire. C'est comment là-bas? Est-ce que la mer est déjà noire de pétrole?
Est-ce que les vagues charrient déjà des poissons morts? Papa se lève, enlace maman et pose ses mains sur son ventre. Ma chérie, c'est encore pire. Sa voix tremble. Je fais grincer le parquet et mes parents se retournent. Tiens, salut l'abeille, dit papa en se raclant la gorge. Papa, est-ce qu'il y a des gens qui sont morts? Je demande d'une petite voix. Viens ici, Yann. Non, l'équipage a pu être sauvé. Mais c'est une catastrophe. Le pétrole s'échappe des cuves et on ne peut rien y faire. C'est une triste nouvelle pour les animaux, pour la plage, pour la pêche, pour tous les êtres humains. Le courant va entraîner la pollution partout sur l'océan, jusqu'au pôle. Emmène-moi voir. Dehors, l'odeur âcre et nauséabonde du fioul s'insinue dans mes narines jusqu'à me piquer le cœur. Je serre plus fort la main de mon père. Tout le monde s'agite sur le port. J'entends la mer comme dans les jours de colère. Les gens se retrouvent en petits attroupements. Les regards sont graves, parfois mouillés. Et puis je la vois, au loin, une gueule de requin jaillissant d'une écume noire. L'Amococadis. Je le garde pour moi, mais je trouve que ça sonne joli comme un ailleurs, un fruit ou une chanson. Les gens courent, les marins s'affolent, les parents gardent leurs enfants contre eux. En arrivant sur la plage, ma plage, je ne dis rien, je ne pleure pas, mais je ne peux plus détacher mes yeux de ce monstre gris coupé en deux, au milieu d'une mer noire comme je ne l'avais jamais vue. Et il y a le bruit aussi, un bruit inconnu de catastrophe immense, un bruit fait du silence des uns et des cris de stupeur des autres, un bruit de murmures incrédules et de larmes de marins, un bruit de ferraille qui grince comme une plainte au loin sur la mer démontée, et le son impétueux, familier, impassible, de l'eau qu'on n'apprivoise pas. Partout s'étalent les flaques immenses, sombres, gluantes, glissantes. C'est comme si la nuit était venue s'échouer sur la côte. Du triste, du sale et du sombre souillent mes souvenirs de châteaux de sable. Mon terrain de jeu quotidien est enlisé sous une marée noire. Je ne reconnais plus rien. Mon père me prend par les épaules. Allez, viens, l'abeille. Je te ramène. Les jours suivants, papa se lève très tôt. Il part avec un ciré jaune qui rentrera noir pour toujours, des gants épais, une pelle et des seaux. Une drôle de pêche tristement fructueuse. Il faut ramasser les poissons englués dans ces nappes noires, déloger les cadavres d'oiseaux et nettoyer le sable gris. Chaque matin, la marée déverse du pétrole et il faut recommencer encore et encore. Le naufrage d'un seul navire, une seule erreur humaine, et ce sont des kilomètres de plage, des milliers de poissons et d'oiseaux marins qui ne se réveilleront jamais de cette nuit noire et gluante. Chaque jour, après l'école, avec mes copains, on vient aider au nettoyage. Ça fait déjà plusieurs semaines, et j'ai l'impression que l'amoncellement d'animaux sans vie, tous enrobés de cette glu noire, et le tas de galettes de pétrole ne diminue pas. C'est décourageant. Mon père vient me poser une main sur l'épaule. « Écoute l'abeille, je sais que c'est triste, et que cette vue te serre le cœur. Mais regarde, dans toute cette noirceur, je vais te montrer quelque chose de beau. » « D'accord, » je hoquette. Je ne peux pas croire qu'il y ait quelque chose de beau à regarder dans ce paysage meurtri. Papa me hisse en haut de la dune et me dit « Regarde, Yann !»« Quoi ? Des gens qui ramassent du pétrole et des animaux morts ? Il n'y a que ça à voir depuis des semaines. » « Regarde mieux. Qui sont ces gens ? » ?»« Je ne sais pas. Ils sont beaucoup. Je ne les connais pas tous. » « Voilà. C'est ça qui est beau, mon abeille.
Ça s'appelle la solidarité. Des parents, des enfants, des marins, des commerçants, des gens de la mer ou pas du tout, des écoliers, des étudiants, des étrangers, tous sont venus nous aider à sauver notre côte, nos emplois, nos paysages et nos animaux. Ce qui est lumineux dans cette obscurité, c'est de voir que l'humain est capable du pire, mais heureusement, le plus souvent du meilleur. On peut se relever, on peut avancer, apprendre des erreurs, même des plus terribles. Je hoche la tête. Cet espoir me fait du bien. Demain, l'abeille reprend du service après de longs mois au port. La plage est nettoyée, même si de temps à autre, une vague rapporte sur le sable un galet noir et mou, comme un souvenir de cauchemar. La pêche n'est pas formidable. Il y a beaucoup moins de poissons, et les regards sont fatigués. Alors je me rappelle du beau. Tous les grands restaurants des environs ont passé des commandes aux marins bretons afin qu'ils puissent garder leur métier. Il paraît qu'avec les maires des communes touchées par la catastrophe, ils vont se battre pour que ça ne recommence pas. Imaginez un avenir sans noirceur. Avec maman, on sirote une limonade face à la mer. Mon petit frère serre très fort mon doigt dans sa main minuscule. Je me penche à son oreille. Bientôt, Erwan, on ira faire des châteaux de sable tous les deux. Et je t'emmènerai en poussette faire le marché avec papa. Tu verras comme ils sont beaux les poissons bretons. En savoir plus. Cette histoire se déroule dans l'océan Atlantique, au large des côtes bretonnes, le 16 mars 1978. Un pétrolier, l'Amoco Cadiz, fait naufrage. Sa coque brisée laissera se déverser 227 000 tonnes de pétrole sur 300 kilomètres de littoral, provoquant une immense marée noire. Les marées noires. Suite au naufrage d'un pétrolier ou à un accident sur une plateforme pétrolière, des tonnes de pétrole se déversent en mer et l'eau change de couleur. Elle devient noire. Ces accidents se produisent dans le monde entier. Aux États-Unis, le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon explose au large du Texas, provoquant la mort de 11 personnes. Pendant 3 mois, des dizaines de milliers de litres de pétrole s'écoulent chaque jour dans le golfe du Mexique avant la réparation de la fuite en juillet 2010. En Chine, le 7 janvier 2018, le pétrolier iranien Sanchi entre en collision avec un cargo céréalier au large de Shanghai, en mer de Chine. Cet accident provoque un énorme incendie qui causera la mort de 32 personnes. 136 000 tonnes d'hydrocarbures s'échappent du navire, soit une nappe géante de la taille de la ville de Paris. 2 événements ont été particulièrement marquants en France. Le 18 mars 1967, le Torrey Canyon s'échoue près des côtes britanniques. Des nappes de pétrole s'échappent du bateau et, avec le vent, se répandent sur les côtes bretonnes. C'est à ce moment-là qu'un journaliste emploiera pour la première fois l'expression « marée noire ». Le 16 mars 1978, c'est au tour de l'Amoco Cadiz de faire naufrage. Sur une mer démontée, le gouvernail ne répond plus. Le remorquage du navire est trop long et son sauvetage difficile. Le pétrolier finit par couler devant le petit port de Port-Salle. C'est ce que raconte cette histoire. Il y a des accidents difficiles à éviter, mais il y a aussi de la négligence, des bateaux trop vieux qui ne devraient pas aller en mer, des canalisations pétrolières qui s'abîment. Ainsi, au Nigeria, dans le delta du Niger, les oléoducs sont très nombreux, vieux et rouillés. Ces gros tuyaux qui transportent le pétrole ne sont pas entretenus. Certains fuient, d'autres se cassent. Le pétrole s'écoule depuis des dizaines d'années dans la mer, les étangs, les terres et les forêts. Une catastrophe écologique. Après s'être répandu en mer, le pétrole s'échoue sur les plages, pénètre la terre. La pollution causée par une marée noire est considérable et les conséquences durent des années. La flore marine étouffée. Les nappes de pétrole qui flottent à la surface de l'eau empêchent la lumière de passer. Dans l'obscurité, les plantes sous-marines meurent, entraînant un manque d'oxygène dans l'eau. Et cet oxygène est indispensable à la survie des poissons.
Les animaux marins en danger. Les fines gouttelettes de pétrole bouchent par ailleurs les branchies des poissons et provoquent leur asphyxie. Les animaux marins qui se nourrissent de poissons ne parviennent plus à s'alimenter. L'absorption de pétrole par les animaux peut aussi les empêcher de se reproduire et provoquer des anomalies dans leur développement. Les oiseaux privés de leurs ailes. Les oiseaux plongent directement sur les nappes de pétrole, les confondant avec des bancs de poissons et restent ainsi englués. Le pétrole sur leur plumage les gêne pour voler, flotter et s'isoler du froid ou de la chaleur. Les hommes. La pêche n'est plus possible pendant de longs mois. Les marins manquent de travail. Sur les côtes noires et polluées, les touristes ne viennent plus en vacances. Les commerces, les restaurants, les hôtels sont donc eux aussi victimes de la catastrophe. Dans certaines régions du monde, les puits d'eau potable sont contaminés. Les terres agricoles deviennent inutilisables. Quelle solution? De nouvelles méthodes. Jusqu'à maintenant, pour nettoyer les nappes de pétrole, on a utilisé des produits chimiques, les dispersants, mais ils peuvent être dangereux pour les plantes et les animaux marins. Alors, des chercheurs tentent de mettre au point des absorbants, comme des super éponges qui retiendraient le pétrole sans danger. On améliore également la destruction des déchets pétroliers. Enfouis dans des fosses il y a quelques années, ils sont maintenant déterrés pour être brûlés dans des incinérateurs spéciaux. Une meilleure prévention. À la suite du naufrage de l'Amoco Cadiz, le gouvernement français a créé des centres régionaux de surveillance et de sauvetage. Ils permettent de remorquer les pétroliers accidentés plus rapidement et d'avoir du matériel pour lutter contre les marées noires, comme des pompes et des barrages flottants. Ces centres permettent aussi une meilleure surveillance des pollutions maritimes. Une grande solidarité. À chaque catastrophe écologique, un formidable élan de solidarité se manifeste. Des volontaires bénévoles viennent de partout pour nettoyer les plages ou secourir les animaux. Des organisations internationales mobilisent la population à travers des campagnes de sensibilisation et des actions médiatiques. Le pétrole, à quoi ça sert? Depuis la fin de l'Antiquité, le pétrole transformé en bitume sert à rendre étanche la coque des bateaux. Dès le XIXe siècle, le pétrole devient une source d'énergie incontournable. Sous différentes formes, il sert de carburant pour les voitures, les camions, les avions, les bateaux, ou encore pour alimenter les chaudières et faire tourner les usines. Le pétrole entre également dans la fabrication de nombreux plastiques ou du goudron utilisé pour recouvrir les routes. Aujourd'hui, nous nous en servons tous les jours, et de nombreux pays se sont rendus peu à peu dépendants du pétrole. Comment l'obtient-on? Le pétrole se trouve sous terre, parfois au fond des océans. Il faut l'extraire des profondeurs du sol. Pour cela, sont construites des plateformes pétrolières. Ensuite, le pétrole brut est transporté par mer dans des pétroliers ou par voie terrestre au moyen de gros tuyaux, les oléoducs. Et les énergies renouvelables? Le pétrole est une source d'énergie qui s'épuise et pollue. Son utilisation participe au réchauffement du climat. Au contraire, les énergies renouvelables semblent inépuisables. La nature les fabrique et les reconstitue plus vite que l'homme ne les utilise. Elles génèrent par ailleurs très peu de déchets et de pollution. Depuis longtemps, la force de l'eau a ainsi été utilisée pour faire tourner les moulins. Aujourd'hui, les éoliennes et les panneaux solaires transforment l'énergie du vent et du soleil en électricité. La chaleur de la terre et les mouvements marins comme les marées fournissent aussi de l'énergie. Il est également nécessaire de développer la recherche de nouvelles énergies propres, mais aussi d'en consommer moins. On peut par exemple se déplacer en transport en commun ou à vélo plutôt qu'en voiture.